Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver pour décrypter ensemble l'actualité internationale de la semaine qui s'achève. Lutte contre le terrorisme, les Américains envisagent de renforcer leur action militaire en Afrique. Motif, la chute du califat aux confins de la Syrie et de l'Irak pourrait amener les djihadistes à se redéployer en Afrique. Dans cette édition d'un tour dans le monde, nous recevons en posture d'invité le docteur Hugues François Onana. Il dira tout sur le printemps libyen. En effet, il vient de commettre un ouvrage intitulé « Le printemps libyen, la victoire de Mouammar Kadhafi ». Voilà pour le menu. La suite, c'est tout de suite, juste après, un tour dans le monde. L'actualité ces jours-ci a remis sur le devant de la scène les causes de la mort de Mouammar Kadhafi. On aura presque tout dit sur les conditions abjectes de sa mort et comment l'impunité mondiale fait que les assassins sont dans la nature et que les commanditaires pas inquiétés. C'est dire si la Cour pénale internationale n'est conçue que pour juger les faibles. Sur le printemps libyen, on n'a pas encore assez dit sur les leçons à tirer de la mort de Kadhafi qui s'apparente à une victoire posthume. Pour évoquer les enseignements issus de la mort de Kadhafi, je reçois le docteur Hugues François Onana, sociopolitiste et enseignant dans plusieurs grandes écoles et institutions universitaires. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Parmi vos nombreuses casquettes, rappelons que vous êtes journaliste et écrivain, que vous scrutez de près l'actualité internationale et que vous venez également de commettre cet ouvrage intitulé « Printemps libyen, la victoire posthume de Mouammar Kadhafi ». On aimerait savoir qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur ce sujet qui résiste à l'usure du temps. Merci infiniment pour cette question qui va me permettre d'éclairer l'opinion sur les motivations profondes qui m'ont amené à prendre une fois de plus la plume pour m'exprimer sur un sujet qui n'est pas un sujet camerouno-camerounais. Vous savez très bien que pendant mon séjour dans les médias, et notamment à la CRTV, je me suis spécialisé dans l'observation et l'analyse de l'actualité internationale. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est d'abord parce que le journaliste, comme vous le savez, c'est l'historien de l'instant. Alors quand ma casquette de journaliste se double de celle de sociopolitiste, alors on est là en plein dans la raison fondamentale qui m'a poussé à écrire cet ouvrage. Et vous n'êtes pas sans savoir que les faits qui nous sont généralement relatés par les autres, entre guillemets, sont relatés selon leur position, selon leur regard. Effectivement, selon leurs canons et selon leurs intérêts. À des faits. L'une des raisons aussi qui m'ont amené à écrire, c'est que on a eu beaucoup d'informations, beaucoup de prises de position sur l'intervention de l'OTAN en Libye, sur le leader de la Jamaïria, Mouammar Kadhafi lui-même. Des informations qui ne sont pas toutes vraies et qui peuvent justifier le titre d'un ouvrage de Serge Tchakoutine, à savoir le viol des foules par la propagande politique. Alors c'est pour faire barrage à ce viol des foules que vous avez par la propagande politique que j'ai voulu apporter ma modeste contribution afin que dans la foule des informations données, qu'il y ait quand même une information donnée par un Camerounais, par un Africain, et que cette information-là pèse d'un certain poids, aussi minime
soit-il. Avant vous, il y a eu le professeur Emmanuel Pondy qui a écrit justement une année après sa mort sur Vie et mort de Kadhafi, quelles leçons pour l'Afrique. Tout à fait. Le professeur Jean-Emmanuel Pondy est l'une des personnes qui m'ont inspiré. Vous savez d'ailleurs que c'est mon maître, c'est lui qui essaie de superviser tous mes travaux que je fais ses travaux de recherche et tout. Même ce livre, il a été adoubé par le professeur Jean-Emmanuel Pondy, même s'il ne l'a pas préfacé, mais je crois que je l'ai consulté et j'ai puisé abondamment aussi dans son immense sagesse et dans l'ouvrage auquel vous faites référence. Avant d'accéder à la magistrature suprême, qui était Mouammar Kadhafi? Oui, Mouammar el-Kadhafi, c'est un bédouin de la tribu des Gous et de la tribu des Gaddafa. Et d'ailleurs, de Gaddafa, qui se trouve en Citre. Oui, ça se trouve à 18 km de Sirte. Alors, il est né là d'une famille de bédouins et il est le seul garçon d'une fratrie de 4 enfants. Lorsque Mouammar el-Kadhafi a atteint l'âge de 9 ans, on l'a amené à l'école. Il était d'ailleurs un peu vieux pour sa classe. Toujours est-il qu'il a été assez intelligent pour poursuivre ses études, pour être admis à un stage à Benghazi. Et il a fait également une école militaire. À un certain âge, il a été envoyé en Grande-Bretagne pour peaufiner, pour parachever ses études dans le domaine militaire. Il est donc rentré avec le grade de lieutenant. Et il a été promu capitaine quelques temps après. Et puis, il a été rétrogradé pour des problèmes disciplinaires. Voilà ce qu'était Kadhafi. Rappelons donc, dans la nuit du 31 août 1962, Kadhafi et 11 autres officiers déposent le roi Idriss et c'est ainsi que la dynastie des Sanoussi fait face à la révolution. Et bienvenue à la Jamaria qui a donné satisfaction, il faut le dire, aux Libyens. Tout à fait. Le souverain libyen, le roi Idriss Ier, était absent du pays, donc il avait prévu, à cause de sa maladie, il avait prévu céder, abdiquer au profit de son neveu. Ayant eu vent de ce projet du roi Idriss, les officiers réunis au sein du conseil de commandement de la révolution et autour de celui qui était encore le capitaine Kadhafi, alors ils ont décidé simplement de déposer, d'anticiper sur le projet du roi Idriss, qui était donc d'abdiquer au profit de son neveu. Et c'est comme ça qu'ils mettent fin à la dynastie. C'est comme ça donc qu'ils ont, par un coup d'État, sans effusion de sang, ils se sont emparés du pouvoir dans la nuit du 31 août au 1er septembre et ils ont déclaré, ils ont déposé le roi, ils ont changé la nature du régime, la monarchie a été abolie et la révolution a été proclamée et Mouammar el-Kadhafi était le porte-parole de la junte militaire ayant donc renversé le roi Idriss. Dans votre ouvrage, docteur, vous avez longuement épilogué sur les supports théoriques de la révolution. Pour vous, est-ce que c'est très important de comprendre la doctrine de Kadhafi pour connaître l'homme d'État qu'il fut? Si vous ne connaissez pas la doctrine de Kadhafi, vous ne pouvez pas connaître ce qu'a été la révolution, vous ne pouvez pas connaître ce qu'a été Kadhafi lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait pour son peuple? Qu'est-ce qu'il a fait et même pourquoi on l'a tué. Justement, il est important de revenir sur les fondements théoriques et même les aspects pratiques de la révolution libyenne. Cette doctrine, c'est d'abord l'avènement de l'état des masses, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, et puis... cela signifie que c'est la démocratie, parce que c'est la définition classique de... Mais la démocratie directe. Les gens s'alignent derrière un individu qu'ils retiennent comme leur représentant pour mener telle ou telle activité, pour remplir telle ou telle mission. Alors, je crois que la République des masses que Kadhafi
voulait mettre en œuvre, et qu'il a d'ailleurs mis en œuvre pendant une quarantaine d'années, cette république-là s'oppose aux deux types de régimes qui avaient cours à l'époque et qui ont cours dans le monde arabe, dans le monde entier. entier. C'est-à-dire, ce que Kadhafi a mis en place, c'est ce qu'il a lui-même appelé la troisième théorie universelle. C'est-à-dire une troisième théorie qui s'affirme à côté du capitalisme et à côté du communisme. Il était donc partisan de la création d'une troisième voie. Et vous voyez qu'un pays aussi petit que la Libye, un pays africain, un pays arabe, quand il prétend se mettre au même diapason, au même niveau que les États-Unis et que l'Union soviétique, c'est forcément qu'elle est maître de ce monde. Gêne. Oui, c'est pour ça qu'on l'a appelé, dans une certaine mesure, un opposant à l'échelle mondiale. Il faut aussi reconnaître que Kadhafi n'était pas un homme de cœur. Vous avez dit tout à l'heure qu'il a passé 40 ans au pouvoir. Cela signifie qu'il a certainement éliminé politiquement tout au moins l'opposition. Mais reconnaissons qu'à la fin, le peuple profond ne se plaignait pas, trouvait satisfaction. Effectivement, moi, je n'ai jamais dit, même dans cet ouvrage, que Kadhafi était un saint, parce que pour consolider son pouvoir, il a fallu qu'il prenne des décisions fortes. Des décisions fortes. Certains étaient attentatoires à la démocratie, d'autres étaient contraires aux droits de l'homme. C'est vrai. Simplement, il apparaît que dans la mise en œuvre de sa politique, il est allé dans le sens des aspirations populaires unanimes. Il a transformé la Libye d'un pays quelconque en une puissance régionale et même une puissance mondiale, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'au moment où Kadhafi quitte la scène, assassiné par des prédateurs qui se cachent derrière certaines dénominations, derrière certaines idéologies, au moment où il quitte la scène, la Libye était l'État le moins endetté dans le monde. Les Libyens n'étaient même pas endettés. C'était le numéro 1 mondial des pays, mais on ne l'a pas suffisamment affirmé, on ne l'a pas suffisamment dit. Alors, si vous voulez savoir pourquoi le peuple libyen, dans son immense majorité, adulait son leader, vous n'avez qu'à aller en Libye. Vous n'avez qu'à constater que les réalisations qui ont été faites dans ce pays n'ont rien à voir avec ce qui se passe généralement en Afrique. La Libye est devenue un modèle sur le plan des infrastructures, infrastructures routières, infrastructures ferroviaires, portuaires et aéroportuaires. La Libye était le modèle. Et on pouvait comparer ce pays sur le plan des infrastructures à l'Amérique, à l'Europe. J'aimerais que l'on s'attarde un peu sur les correspondances déclassifiées d'Hillary Clinton, qui était à l'époque secrétaire d'État. Selon ces correspondances, on se rend compte que la création d'une nouvelle monnaie unique en Afrique serait la véritable cause de l'intervention française en Libye. Tout à fait. Ce n'est pas la seule raison. L'une des raisons pour lesquelles le colonel Kadhafi a été assassiné, c'est parce qu'il a entrepris un certain nombre de choses dans le sens de l'autonomisation de l'Afrique. Je souligne le mot autonomisation au crayon rouge, parce que la Banque centrale, la création d'une monnaie africaine à laquelle vous faites allusion, était l'un de ces projets. À côté d'un autre projet qui était la création d'une banque centrale africaine, à côté d'un autre projet qui était la création du Fonds monétaire africain. Vous savez que le Fonds monétaire africain devait avoir pour siège Yaoundé, et on avait déjà pressenti un de nos compatriotes, le ministre Ngankou, pour présider aux destinées de ce Fonds monétaire africain. Malheureusement, ce Fonds monétaire n'a pas plus l'existence, c'est-à-dire la naissance de cette structure financière internationale n'a pas plu
à ceux qui ont seigneurie sur la cité, aux architectes du monde, parce qu'on veut toujours que l'Afrique aille pleurnicher au FMI, à la Banque mondiale, que les Africains aillent supplier les Français, les Américains, les Anglais, les Allemands, alors que l'Afrique est immensément riche. Et je crois que dans une certaine mesure et sous certains aspects, ce sont ces personnes-là qui doivent venir s'agenouiller devant nous parce que nous avons une immense richesse dans notre sous-sol. Nous avons des potentialités, mais qu'il faudrait transformer en richesse. Et Kadhafi a eu le malheur de transformer ses potentialités en richesse. Il a restitué son pétrole et ses richesses aux Libyens, et c'est là son malheur. Donc, bon, il y avait cet aspect sur le plan monétaire. Il y avait avant cela la création de ce qu'on appelle le satellite africain de communication, de Rascom. Vous savez que avant, lorsque l'Afrique, vous, Madame Babé, vouliez communiquer, appeler votre conjoint qui se trouve à Douala, cette communication passait d'abord par Paris. Et si vous vouliez appeler quelqu'un à Bamenda, ça passait par Londres. Et Kadhafi a dit à ses pairs africains que cela n'est pas possible. Nous avons loué le satellite à ces gens-là, auprès de ces gens-là, depuis l'accession de nos pays à l'indépendance, et que le moment était venu pour que l'Afrique ait son propre satellite. Les gens ont régimbé un peu, arguant que le satellite coûterait très cher, c'est-à-dire quelque chose comme 500 millions de dollars, et Kadhafi a dit non, vous dites que c'est cher, on loue ça par an à ce prix-là, mais si vous voyez bien, pour que nous ayons ce satellite, c'est le prix de la location d'une seule année. Et si nous créons notre propre satellite, nous allons beaucoup gagner. À vous écouter, docteur, vous confirmez donc que Kadhafi est mort aujourd'hui parce qu'il a voulu autonomiser l'Afrique. Mais ôter la vie à un homme d'État, c'est quand même un échec pour la démocratie. Oui, c'est un échec pour la démocratie, et surtout à nos censeurs, à nos moraliste, à notre donneur de leçons. L'un de ces donneurs de leçons, que je cite, le président Nicolas Sarkozy, a été celui-là qui a pillé la Libye, qui a pris 32,5 milliards de francs CFA pour sa campagne électorale de 2007. Si, cela a été confirmé par Mediapart. Voilà, l'une des raisons pour lesquelles il a été abattu, c'est pour que Kadhafi ne témoigne pas, qui n'apporte pas les preuves. Et il y a même un collectif, la société civile, qui s'est réunie il y a quelques jours en Afrique de l'Ouest, voilà, et qui aurait déposé une plainte contre l'ex-président français à la Cour pénale internationale. Vous pensez vraiment que la Cour pénale internationale va se pencher sur ces problèmes-là? Je voudrais d'abord dire, pour me réjouir, que l'une des conclusions de mon ouvrage, et je me réjouis du fait que ces gens-là ont certainement lu mon ouvrage, parce que l'une des conclusions, l'une des propositions que je fais dans cet ouvrage, c'est qu'on traduise effectivement les assassins de Kadhafi ou leurs commanditaires devant les tribunaux internationaux, et que ce collectif de société civile d'Afrique de l'Ouest ait décidé de suivre ma recommandation ne peut que me réjouir. Alors vous vous posez la question de savoir si... Effectivement, cette Cour pénale internationale qui donne l'impression de ne juger que des faibles va-t-elle? Ce n'est pas une impression. Cette Cour pénale internationale ne juge que les faibles. D'ailleurs, je préconise la sortie de l'Afrique. Je le dis, je le répète, que l'Afrique, j'appelle là même directement les chefs d'État africains, y compris les plus... À dénoncer? À ne pas dénoncer. Je demande au président, à commencer par le président Paul Biya, le président Idriss Déby, le président Alpha Omar Konaré, des chefs d'État qui sont en fonction actuellement, n'est-ce pas, de dénoncer, n'est-ce pas, des accords qui ont permis qu'ils soient membres de ce machin-là. Et il faut qu'ils dégagent et qu'on crée une cour pénale qui juge les affaires africaines, et que les Occidentaux et leurs alliés jugent eux-mêmes aussi leur président là-bas, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui ont commis des crimes contre l'humanité. Et si vous lisez... On sait ce qui s'est passé en Irak.
Tout à fait. Lorsque vous lisez le discours du colonel Kadhafi lors de la 64e session du Conseil de l'Assemblée générale des Nations Unies, il stigmatise, il flétrit ce qui s'est passé dans un pays comme l'Irak, où on a arrêté un président en fonction, pendu, et le colonel Kadhafi demandait que des personnes qui ont perpétré cet assassinat de sang-froid soient jugées. Et il ne savait pas, l'ayant dit, que le sort qui avait été réservé au président Saddam Hussein lui serait aussi réservé. Donc il signait en quelque sorte aussi son propre arrêt de mort. On a invoqué le droit d'ingérence humanitaire pour agir. Évoqué le droit d'ingérence humanitaire. C'était un trucage à l'échelle mondiale. La résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies avait décrété une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye. On avait prétendu que l'armée libyenne, et l'armée de l'air en l'occurrence, massacrait les populations libyennes, ce qui était absolument faux. Bon, c'était un prétexte pour que on anéantisse l'aviation libyenne, pour que seul ait accès à l'espace aérien libyen les avions des nations qataris, français, américains, britanniques, bref, les avions des membres de l'OTAN et de leurs alliés. Alors, lorsque ces avions ont atterri en Libye, n'est-ce pas, c'était une sorte d'autorisation, n'est-ce pas, pour changer le régime libyen. Ce qui s'est fait malheureusement avec la complicité des Nations Unies, parce que leur résolution a été trafiquée. La résolution peut-être aussi dévoyée. La résolution 1973 ne visait pas, ne demandait pas qu'on change le régime et qu'on... c'était de protéger les populations civiles. On en a profité pour mettre hors d'état de nuire Muammar Kadhafi. De ce printemps libyen, vous affirmez dans votre ouvrage que la mort de Kadhafi est une victoire posthume. Peut-on en savoir plus? Oui. Bon, vous voyez, si Kadhafi se réveillait maintenant, était ressuscité maintenant, et qu'il voyait ce qui se passait à Tripoli, à Benghazi, à Sirte, dans son cher et beau pays. Dans son cher et beau pays. Lorsque vous voyez la Libye aujourd'hui, vous vous rendez à l'évidence ce qu'on a reculé de plusieurs siècles, la pendule de l'histoire libyenne. Même dans un siècle, la Libye ne sera plus ce qu'elle était au temps de Kadhafi. C'est-à-dire, pour arriver au niveau de développement que Kadhafi a permis à la Libye d'atteindre, il faut attendre au moins un siècle. Encore faut-il que pendant ce siècle-là, qu'il y ait véritablement des gens aux compétences conceptuelles et opérationnelles avérées, qu'il y ait des ressources, qu'il y ait une politique éclairée pour pouvoir changer le destin de la Libye, qui est maintenant un champ de ruines. Peut-être ceux qui ont initié ce chaos en Libye ont simplement pensé à la politique de destruction, reconstruction. Cela signifie que... Ils vont gagner les marchés en Libye pour reconstruire. Et je voudrais vous révéler, c'est dans le livre que il y a un contrat qui a été signé entre les Quidam qui dirigent la Libye aujourd'hui, les prétendus révolutionnaires qui sont membres du Conseil national de transition. Il y a eu un accord préalable sur le pétrole libyen que des puissances, une puissance que je ne nomme pas et que vous connaissez très bien, allaient prendre 35% du pétrole libyen pendant peut-être un siècle, n'est-ce pas? 35% du pétrole qui n'est pas dans votre pays, vous prenez ça, c'est du vol. C'est du vol. Alors on parle aujourd'hui... C'est pas la première fois que cela se passe en terre africaine. De juger le fils d'Obiangema Mbazogo Théodorin, Obiangema Mbazogo, on parle de le juger pour bien mal acquis. Mais
Si on le juge pour des voitures et des villas, à combien plus forte raison, pour parler comme dans la Bible, à combien plus forte raison des gens qui pillent le sous-sol de tout un pays, hypothèquent l'avenir de ce pays-là pour des générations et des générations, par le simple fait qu'ils font main basse sur les richesses de ces pays-là. Je crois que c'est une situation qu'il faut clarifier, qu'il faut mettre au clair. Et malgré l'assassinat du colonel Muammar el-Kadhafi, il faudrait que les dirigeants africains, par exemple, prennent à bras le corps ce problème et mettent fin à cette exploitation le peuple de l'homme africain, en son temps, avait décrié l'absence de réaction de la part de l'Union africaine. Est-ce que, par rapport à l'assassinat de Kadhafi, bien sûr, est-ce que l'Union africaine, selon vous, a tiré les leçons d'une tragédie pareille? Est-ce qu'elle s'est fait désormais chorus pour des causes communes? Bon, je voudrais d'abord déplorer le fait que l'Union africaine n'ait pas véritablement protesté et n'ait pas réagi de manière suffisamment vigoureuse pour montrer que ce qui a été fait est inadmissible. La preuve, c'est que au sommet qui suivait la mort de Kadhafi, il n'y a même pas eu une minute de silence qui a été observée en sa mémoire. Je pense qu'on doit prendre... Aujourd'hui, c'est Kadhafi. Je dois d'ailleurs souligner que le plan de l'OTAN et le plan de certains impérialistes, de certains colonialistes attardés, n'était pas de s'arrêter à Tripoli. C'était de continuer. À Yaoundé, à Bangui, à Malabo. Ce n'était pas dans les pays arabes, la Syrie, le Yémen? Vous savez que... au nom de la lutte contre le terrorisme, bien sûr. Vous savez que les Arabes ont une certaine immunité. Est-ce qu'il y a la démocratie dans les pays arabes? Bien sûr, il y a la démocratie. Je dis non, il n'y a pas. Pas forcément de démocratie, mais parfois le développement. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? C'est l'épanouissement. Mais il y avait le développement en Libye. Mais pourquoi ils sont intervenus en Libye? Vous savez que lorsque le printemps arabe est venu s'occuper de la Libye, sous prétexte qu'ils voulaient instaurer la démocratie, ils ont pris des exemples qui ne sont pas des exemples justes. Le peuple avait renversé le président Zine El Abidine Ben Ali de Tunisie. Le peuple avait renversé à la place Tariq au Caire le Raïs, Hosni Moubarak. Mais nulle part, est-ce que vous avez vu dans ces pays-là des armées occidentales qui venaient à la rescousse du peuple? Non. Pourquoi? Et puis là-bas, dans ces pays, il y avait un véritable ras-le-bol. Il y avait une crise sociale en Libye. Il n'y avait pas de crise sociale. Il y avait une opposition, certes, un embryon d'opposition d'ailleurs, qui n'avait pas de capacité pour avoir une visibilité, une présence, non seulement en Libye, mais aussi sur la scène internationale. Tout à l'heure, vous avez dit que le dessein de ces commanditaires était d'aller dans d'autres villes. Pour citer le cas de la Syrie aujourd'hui qui résiste, on a l'impression que l'axe rouge qualifié de Moscou et de Pékin a très bien retenu la leçon, n'a pas autorisé justement que cela se fasse aujourd'hui en Syrie, d'où le blocage. Est-ce que l'Union africaine, pour revenir à notre organisation panafricaine, est-ce que l'Union africaine a véritablement tiré les leçons de l'assassinat de l'un de ses bailleurs de fonds? De l'un de ses fondateurs d'ailleurs de son fondateur, pour dire vrai. Est-ce que l'Union africaine a tiré les leçons? Je pense que les dirigeants africains ne sont pas bêtes. Ils ont eu de la peine à tirer des leçons. Ils ont pris du temps à tirer des leçons. Mais je crois qu'ils commencent à tirer des leçons. La preuve, c'est qu'ils ont décidé, lors d'un précédent sommet de l'Union africaine, de quitter la Cour pénale internationale. Parce qu'on ne peut pas vous dire, comme un proverbe de ma langue, fermez les yeux, je vais vous tromper. N'est-ce pas? On ne peut pas demander aux gens de fermer les yeux sur la réalité pour qu'on vienne vous tromper. Je pense qu'on a assez trompé l'Afrique comme ça.
Il faudrait que les dirigeants africains prennent conscience de leur situation et maintenant essayent de tirer les leçons de ce qui est arrivé en Libye. Parce que ce qui est arrivé en Libye peut arriver dans n'importe quel autre pays de l'Afrique et il ne faut pas autoriser que cet exemple libyen fasse tache d'huile. Et pour qu'il ne fasse pas tache d'huile, il faut que les dirigeants africains fassent chorus, qu'ils fassent un front commun, qu'ils essayent de résoudre leurs problèmes. Et si Kadhafi, comme vous le soulignez tantôt, a été tué parce qu'il voulait une monnaie africaine, je pense que les Africains doivent aussi le comprendre. Il y a beaucoup de tergiversations autour de telle ou telle monnaie. Moi, je ne parle pas de franc CFA, je ne parle pas de... Je dis qu'il faut une monnaie africaine. Et cette monnaie africaine ne peut pas s'appeler le franc CFA. Docteur Hugues François Onana, merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, Françoise, pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur votre très belle émission. Merci. Un tour dans le monde, point final. Merci à vous de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 12h30 sur la CRTV. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.